Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première vidéo de présentation des tests sur le chapitre valeurs et vecteurs propres. Cette première vidéo sera consacrée à la section 1 de ce fichier de test, visualisation et interprétation. Et on va tout de suite au premier test retrouver notre président des États-Unis habituel. Habituel et favori, bien sûr. Ok, donc c'est toujours le même principe. La figure A, c'est l'image de Obama non transformée. Donc c'est l'ensemble de départ, si vous voulez, l'espace de départ. Et les autres figures B, C, D, E, F, c'est l'image transformée par une application linéaire, par une transformation linéaire de R2. Alors, vous l'avez probablement déjà vu dans les notes de cours. En fait, ces images permettent de visualiser les directions propres et les valeurs propres. Bon, l'exemple fourni dans les notes de cours, il se trouve slide 7. Enfin, les exemples fournis. Et sur ces exemples, sur ces 5 exemples, B, C, D, E, F, on a posé ici une question qui est un peu un prétexte pour vous faire visualiser à la fois les directions propres et les valeurs propres. Et la question est la suivante. Il faut trouver l'exception. Qu'est-ce que c'est l'exception? L'exception, c'est laquelle des 5 figures, pour laquelle les 5 figures ci-dessous, les deux valeurs propres, enfin, on n'a pas deux valeurs propres réelles qui valent moins 1 et 1. Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse est la dernière, parce que la dernière correspond à la rotation d'angle pi. Donc il y a une seule valeur propre qui vaut moins 1 dans le dernier cas. Dans tous les autres cas, B, C, D, E, c'est des flips. C'est-à-dire c'est des symétries orthogonales par rapport à une droite. Je vais vous dessiner les droites à chaque fois. Voilà, j'ai dessiné dans les 4 autres cas, l'image initiale d'Obama est transformée par un flip autour de par rapport à ces 4 droites. Or, un flip, ça a une valeur propre, plus 1 dans la direction de la droite par rapport à laquelle on fait le flip, et moins 1 dans la direction orthogonale. Voilà. Donc B, C, D, E, les valeurs propres, c'est plus 1 et moins 1. Alors que F, il y a une valeur propre double qui vaut moins 1. On passe à la question suivante. Et on va de nouveau vous demander de trouver l'exception. Qu'est-ce que c'est l'exception cette fois-ci? C'est la transformation qui ne vérifie pas le fait d'admettre deux valeurs propres réelles qui valent 0 et 1. Donc parmi les 5 cas B, C, D, E, F, il y en a 4 qui admettent deux valeurs propres réelles qui valent 0 et 1. Il faut trouver la cinquième. Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse, c'est à nouveau la dernière réponse F. Au passage, avant d'expliquer davantage la réponse, les 5 transformations B, C, D, E, F, elles ont toutes 0 comme valeur propre. Pourquoi? Parce qu'elles ont toutes un déterminant égal à 0. Pourquoi? Parce que l'image d'Obama, dans les 5 cas, elle est écrasée. Si elle est écrasée, c'est qu'il y a au moins une dimension écrasée. En fait, on peut être plus précis que ça. Dans les cas B, C, D, E, F, le rang de la transformation, il vaut 1, puisque l'image est de dimension 1. Hein, l'image n'est pas non plus tout à fait écrasée sur un point, elle est écrasée sur une droite à chaque fois. Donc 0 est valeur propre dans les 5 cas. En fait, les cas B, C, D, E, c'est toutes des projections orthogonales sur une droite. Sur quelle droite? Sur la droite image. À chaque fois, c'est une projection orthogonale sur la droite image. Je vais le dessiner rapidement pour les autres droites, mais en gros, ça se voit déjà là. Et une projection orthogonale sur une droite, ça a deux valeurs propres qui valent 1 dans la direction de la droite. Les vecteurs sur cette droite, ils sont inchangés.
et puis 0 dans la direction proportionnelle à la droite, qui sont des vecteurs écrasés sur 0. La transformation f, elle est un peu différente. Elle envoie Obama sur la droite horizontale, mais ce n'est pas une projection. Parce que le vecteur bleu, il est envoyé sur le vecteur rouge, et le vecteur rouge, il est envoyé sur 0. Et dans ce dernier cas f, il n'y a aucun vecteur qui est envoyé sur lui-même. Donc 1 n'est pas valeur propre. Alors vous pouvez vous en convaincre géométriquement, mais voilà un argument un petit peu plus formel. S'il y avait un vecteur qui était envoyé sur lui-même par la transformation, quand on répète la transformation, il serait encore envoyé sur lui-même. D'accord ? Or, cette transformation, f, elle est nilpotente si on appelle A la matrice en 2 itérations. Tous les vecteurs sont envoyés sur 0, puisque on a dit le bleu est envoyé sur le rouge et le rouge est envoyé sur 0. Nilpotente, vous ne pouvez pas avoir de vecteur envoyé sur lui-même, sinon il serait encore envoyé sur lui-même par la transformation mise au carré. On reviendra sur les transformations nilpotentes dans la dernière partie des questions de test sur ce chapitre. Et on passe à la question suivante. Encore Obama, profitez-en, c'est le dernier. Et une fois de plus, il faut trouver l'exception. L'exception parmi B, C, D, E, F, pardon, parmi B, A, F, hein, puisque A c'est l'ensemble de départ, on ne la compte pas, A mis à part. L'exception, c'est la transformation qui est diagonalisable, parce que, en fait, 4 parmi les 5 sont non diagonalisables. Non diagonalisable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de base de vecteur propre. Et en fait, vous allez voir, il y a exactement une direction propre dans les cas, enfin dans 4 cas sur les 5. Donc il y a un seul cas où il y a 2 directions propres. Lequel? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Prenez le temps d'essayer de bien réfléchir à ce que vous arrivez à visualiser. Hein. Dans 4 dessins sur les 5, il y a une seule direction propre. Dans un seul dessin, il y a 2 directions propres. Lequel? Et voici la réponse. Caramba, c'est encore la réponse F. Ah, vous auriez dû le trouver toujours cette réponse F. En fait, les transformations BAE, ce sont toutes des transformations qu'on peut qualifier de cisaillement. Et à chaque fois, pour un cisaillement, vous avez une direction qui est invariante. Voilà, j'ai essayé de rendre compte à la fois dans chacun des cas B, C, D, E de la direction invariante que j'ai surlignée, c'est le vecteur qui est invariant, qu'à chaque fois le vecteur horizontal ou vertical, ça pourrait être une autre direction, mais enfin là, pour faire des exemples pas trop compliqués, c'est le vecteur horizontal ou vertical. Et puis, j'ai dessiné par des petites flèches la dynamique du cisaillement, quoi, en quelque sorte. Hein. Et comme c'est des cisaillements, alors vous pouvez aussi le voir avec l'expression explicite de la matrice, hein, tout ça vous pouvez faire, dans cet exemple comme dans les précédents, vous pouvez faire tous les calculs explicitement à partir des expressions de la matrice. Hein. D'accord ? Mais en tout cas, déjà visuellement, vous voyez que à part la direction qui est invariante, les autres directions, précisément, elles sont cisaillées, elles sont tordues, quoi, elles sont pivotées, et donc ce n'est pas des directions propres, réelles. Hein. Et donc, en résumé, dans les cas B, C, D, E, comme il y a une seule direction propre réelle, la matrice n'est pas diagonalisable sur R. Alors la question du test était un peu vache, parce qu'elle disait aussi pas diagonalisable sur C. Alors pourquoi dans les cas B, C, D, E, c'est pas non plus diagonalisable sur C? Parce que, comme c'est les transformations associées à des matrices 2-2, si vous avez une valeur propre complexe non réelle, vous avez aussi sa complexe conjuguée, et vous n'avez pas d'autres valeurs propres. Comme ici, il y a une valeur propre réelle, il ne peut pas y avoir de valeur propre complexe non réelle. Autrement dit,
1 et valeur propre double dans les cas B, C, D, E. Donc la matrice ne peut pas non plus être diagonalisable sur C. Elle ne l'est ni sur R ni sur C. Donc ça permettait déjà de dire que le seul cas possible diagonalisable, c'est le cas F. Et puis, le cas F, lui, il est diagonalisable sur R. Alors, comme vous n'avez pas encore beaucoup l'habitude, c'est pas probablement pas facile pour vous de le voir de façon purement à l'intuition, purement visuellement. En revanche, on peut commencer par le faire d'après la matrice. La matrice, elle a cette forme-là, d'après les expressions des vecteurs S de I et S de J. Bon, une fois que vous avez écrit la matrice, c'est assez facile de trouver les valeurs propres. La trace vaut 4, le déterminant vaut 3, le polynôme caractéristique vaut lambda 2 moins 4 lambda plus 3. Et donc il y a deux valeurs propres qui valent 3 et 1. On retrouve bien déterminant égale le produit des valeurs propres, trace égale somme des valeurs propres. Et si vous cherchez les directions propres, eh ben, j'ai essayé de rendre compte ici, sur le dessin des directions propres, vous avez les deux directions propres en fait sont orthogonales, c'est les deux diagonales. Donc par exemple, vous pouvez choisir comme vecteur propre 1, 1, et c'est la valeur propre associée, c'est 3 dans cette direction-là, et moins 1, 1, la valeur propre dans cette direction-là, c'est 1. Ok, donc ça c'est par le calcul, et maintenant, à partir des transformations des vecteurs S de I, S de J, vous pouviez anticiper avec un peu d'expérience, un peu d'habitude, qu'effectivement, il y aurait une direction propre à peu près dans cette direction-là réelle et une deuxième à peu près dans cette direction-là réelle. Ok. En tout cas, le calcul donne la réponse et puis vous pouviez procéder par élimination pour trouver la réponse F. Allez, on n'en dit pas plus sur cette question, on passe à la suivante. Alors, sur ce slide de questions et aussi sur les deux suivants, c'est des captures d'écran de l'applet du MIT qui est présenté slide 8 des notes de cours. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir forcément manipulé l'applet pour répondre aux questions de ce test, de ce slide. Donc, qu'est-ce qui est représenté? À chaque fois, il est représenté pour une transformation de R2, un vecteur rouge et son image en bleu. Voilà, donc là j'ai essayé de rendre compte sur les 4 premiers dessins du fait que la transformation transformait le vecteur rouge sur l'image bleue. Et puis les deux droites violettes, ce sont les deux directions propres réelles de la transformation. Donc à chaque fois la transformation elle admet deux directions propres réelles qui sont les deux droites violettes. Et puis associées à ces deux droites violettes, on a donc deux valeurs propres réelles, on les note lambda moins et lambda plus, dans l'ordre quoi, lambda moins étant inférieur ou égal à lambda plus. Attention, ça ne veut pas dire forcément que lambda moins est négative et lambda plus est positive, hein, c'est juste leur position relative qui induisent les notations plus avec les indices plus et moins. En fait, sur chacun des dessins, vous pouvez visualiser laquelle direction correspond à lambda moins, laquelle direction correspond à lambda plus, quel est le signe des deux valeurs propres, et est-ce qu'en valeur absolue, elles sont plus petites que 1 ou plus grandes que 1. Tout ça, vous pouvez le visualiser. Donc vous pouvez en fait voir comment sont placées les deux valeurs propres par rapport aux valeurs 0, 1 et moins 1. Elles peuvent être à l'extérieur de ces valeurs. Voilà, j'ai refait le petit dessin avec les trois valeurs moins 1, 0 et 1. Et sur chaque dessin, vous pouvez visualiser où se trouve et lambda moins et lambda plus par rapport à ces trois valeurs. Et donc du coup, on va vous poser un certain nombre de questions. Et la première question, dans quel cas a-t-on lambda moins inférieur à lambda plus inférieur à moins 1? Donc dans le premier cas, dans quel cas a-t-on, pour cette première question, pardon, que les deux valeurs propres sont strictement plus petites que moins 1? Je vous laisse être sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. C'est la réponse F. Pourquoi? Parce que dans le cas F, vous voyez que les deux
composantes du vecteur rouge suivant les deux directions propres, elles sont transformées en des composantes opposées et plus grandes. Or, les valeurs propres, c'est précisément les coefficients multiplicateurs dans les directions violettes. Donc, c'est les coefficients multiplicateurs, quand on applique la transformation, des deux composantes du vecteur rouge. Pour avoir les deux valeurs propres strictement négatives, il faut que les deux composantes soient renversées en signe, donc renversées, et dilatées en taille. Et il n'y a que le cas F qui correspond à ça. Si ce n'est pas encore tout à fait clair, les questions suivantes devraient éclaircir encore un peu plus. Donc, question suivante. Dans quel cas a-t-on deux valeurs propres négatives, mais cette fois-ci comprises entre moins 1 et 0, donc en valeur absolue plus petite que 1? Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. C'est la réponse H. Vous voyez, j'ai mis des couleurs un peu pour essayer que vous visualisiez bien. C'est la réponse H. Effectivement, dans le cas de la réponse H, les deux composantes du vecteur rouge sont renversées en sens, en signe, quoi, et contractées en taille. Donc, deux valeurs propres négatives, comprises entre moins 1 et 0, en valeur absolue plus petite que 1. Question suivante. Normalement, maintenant, ça devrait vous paraître relativement facile, j'espère, relativement clair. Dans quel cas a-t-on lambda moins plus petite que moins 1, ici, et lambda plus entre moins 1 et 0? Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. C'est la réponse G, et vous voyez, ça correspond bien au cas G, dans lequel les deux composantes, encore une fois, sont renversées en signe, en direction, donc deux valeurs propres négatives. En revanche, il y a une direction dans laquelle la composante est contractée, c'est cette direction-là, donc c'est la moins négative des deux, donc ça correspond à lambda plus. Et puis une direction dans laquelle la composante est renversée et dilatée en taille, donc c'est la valeur propre la plus négative, ça correspond à lambda moins. Question suivante. Dans quel cas a-t-on, cette fois-ci, deux valeurs propres de signes opposés? La valeur propre négative est entre moins 1 et 0, donc en taille, elle est plus petite que 1 en valeur absolue, bon, elle sera contractante, et la valeur propre positive, elle est strictement plus grande que 1, ce sera une direction dilatante. À quel cas ça correspond? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. C'est la réponse A. Et effectivement, si vous regardez la transformation A, vous avez bien, dans cette direction-là, la composante est renversée, donc valeur propre négative, et dans cette direction-là, la valeur propre n'est pas renversée, donc, excusez-moi, la composante n'est pas renversée, donc valeur propre positive. Donc ça, c'est lambda moins, et ça, c'est lambda plus. Et qui plus est, vous voyez que lambda moins, elle est négative, mais elle contracte. Donc lambda moins, elle est négative, mais plus grande que moins 1. Et lambda plus, à l'inverse, vous voyez, elle est dilatée ici, la composante, par lambda plus. Donc lambda plus est strictement plus grand que 1, ce qui est bien ce qu'on nous demandait dans la question. Et si vous voulez vous entraîner encore un peu plus sur ces exemples, vous pouvez dans les autres cas déterminer à chaque fois où sont positionnées les deux valeurs propres, lambda moins et lambda plus, par rapport à moins 1, 0, 1, donc dans les cas B, C, D, E. On passe à la question suivante. Alors, dans cette question, on reprend les mêmes conventions graphiques, il n'y a plus que 6 cas au lieu de 8, mais c'est le même principe. Mais on pose une question d'une autre nature. Donc on note à chaque fois A, la matrice de la transformation de R2 illustrée sur chacun des dessins. Et on vous demande
on vous pose une question relative à ce qui se passe lorsqu'on applique A une fois, puis deux fois, puis trois fois, puis n fois. Autrement dit, on prend un vecteur x de R2, puis on regarde AX, A de x, ANX, et surtout on regarde le comportement asymptotique de A puissance n fois x, donc en répétant la transformation A n fois, lorsque n tend vers plus l'infini. C'est quelque chose qu'on avait déjà, je pense, un peu vu. Enfin, alors ça, je pense qu'on l'avait vu dans tous les groupes de TD sur l'exercice, le fameux exercice 7 du TD numéro 2 du chapitre introductif, dans lequel on avait en fait déjà touché du doigt toutes ces idées. On avait déjà, je pense, dans cet exercice, regardé la dynamique de A puissance n. Donc, la question qui est posée, c'est dans lequel de ces 6 cas a-t-on A puissance n x tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini pour tout x dans R2, pour toute position initiale, pour tout point initial dans R2, dans quel cas est-ce qu'on a, quand on itère A une fois, deux fois, une fois, le point tend vers 0, la suite des itérés tend vers 0. Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. Et bien la réponse c'est F, et la raison c'est que c'est le seul cas dans lequel, quand vous appliquez la transformation A, les deux composantes sont contractées en taille. Vous voyez, le vecteur rouge il est envoyé sur le vecteur bleu, et le vecteur bleu, ces deux composantes sont plus petites qu'elles ne l'étaient pour le vecteur rouge. Dit autrement, dans ce cas F, les deux valeurs propres lambda moins et lambda plus, alors elles sont négatives parce que les deux composantes sont renversées, mais surtout elles sont plus grandes que moins 1, donc plus petites que 1 en valeur absolue. Donc les deux composantes sont contractées, ça c'est quand on applique A une fois, si vous réappliquez, elles vont être à nouveau renversées et à nouveau contractées. Et donc lorsque n tend vers plus l'infini, la suite va tendre vers 0. Et dans les autres cas, vous avez à chaque fois une des composantes qui est dilatée. On passe à la question suivante. Alors en fait, c'est presque la même question, sauf que cette fois-ci, on se pose la question lorsque n tend vers moins l'infini. Donc on a le droit de prendre un AN avec n négatif. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, A est inversible. Pour plein de raisons. Mais une des raisons, c'est qu'à chaque fois, les deux valeurs propres sont différentes de 0. Et le produit des valeurs propres, c'est le déterminant. Donc le déterminant est non nul. Voilà. Ou bien vous pouvez dire, en fait, les carrés rouges sont envoyés sur les carrés bleus. Les rectangles rouges, pardon, sont envoyés sur les rectangles bleus à chaque fois. Donc l'application n'est pas infiniment contractante, donc elle est bijective. Bref, on peut regarder A puissance n pour n négatif. Et donc on se pose la question, dans quel cas est-ce que, donc quand on revient en arrière, quand on applique A-1 à chaque fois, dans quel cas est-ce que pour toute position initiale x, la suite obtenue tend vers 0, revient vers 0 en quelque sorte quand on va dans le passé, quoi, quand on applique A-1, A-1, A-1. Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. Et la réponse, c'est la réponse C. Parce que si vous regardez bien, tous les autres cas, c'est le seul cas, la réponse C, dans lequel, quand vous appliquez A, les deux coordonnées sont dilatées. Les deux composantes, excusez-moi, les deux composantes suivant les deux directions propres sont dilatées. Alors, dans ce cas-ci, vous avez une composante qui est renversée, donc associée à une valeur propre négative, et une composante qui n'est pas renversée, donc associée à une valeur propre positive. Donc, ça, c'est la direction pour lambda moins, et ça, c'est la direction pour lambda plus. Okay, mais, indépendamment du fait que c'est renversé ou pas, vous voyez que les deux composantes, elles sont dilatées en taille. Du coup, pour les valeurs propres, vous avez lambda moins, plus petit que moins 1, plus petit que, et lambda plus grand que 1. Du coup, quand on applique la transformation A, ça dilate les deux composantes. Du coup, si vous appliquez la transformation A-1, voilà A-1 dans l'autre sens, et bien ça contracte les deux composantes. Donc si vous appliquez A-1, A-1, A-1 pour faire n avec n négatif, tend vers moins l'infini,
et ben, les deux composantes petit à petit vont tendre vers 0. Donc le point va tendre vers 0. Si vous voulez vous entraîner un peu plus, vous pouvez, sur les autres figures, réfléchir à quelles composantes partent à l'infini et quelles composantes tendent vers 0, à la fois dans l'avenir, quand n tend vers plus l'infini, et dans le passé, quand n tend vers l'infini, moins l'infini. Donc dans le passé, dans l'avenir, c'est une terminologie qu'on va retrouver, qui appartient plutôt au chapitre suivant, système dynamique linéaire. Hein. Et donc en fait, cet exercice, il anticipe un peu sur le chapitre suivant, système dynamique linéaire. Mais vous voyez que le comportement dynamique, quand on applique A plein de fois, quand on itère, dans l'avenir ou dans le passé, c'est très lié aux valeurs propres. On passe à la question suivante. Alors, du point de vue de ce que représentent les figures, c'est la même chose que dans les deux slides précédents. Mais la question qui est posée, c'est dans quel cas, dans lequel de ces trois cas, la transformation préserve-t-elle l'orientation de R2 ? Ce qui veut dire que dans 3 cas sur les 4, elle la renverse. Dans un seul des 4 cas, elle la préserve. Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. Et bien c'est la réponse C. Et la raison pour cela, c'est que c'est le seul cas où les deux valeurs propres ont le même signe. Elles sont toutes les deux négatives. Donc en quelque sorte, les composantes suivant les deux directions propres sont renversées. Dans les autres cas, il y a une seule des deux valeurs propres qui est négative, donc une seule des deux composantes qui est renversée, l'autre n'est pas renversée. Du coup, vous voyez, peut-être c'est plus facile de voir que dans les cas A, B, D, il y a un renversement de l'orientation. Vous le voyez, les cas A, B, D, ils ressemblent un peu, même si c'est à déformation près, ils ressemblent un peu à un flip par rapport à la direction pour laquelle la valeur propre justement est positive. Flip par rapport à cette droite, puis après une déformation, flip par rapport à cette droite, puis après une déformation, flip par rapport à cette droite, déformation. Donc A, B, D, ça renverse l'orientation. C, ça la préserve. Un argument formel pour ça, c'est que la préservation de l'orientation, formellement, ça veut dire que le déterminant de la transformation est strictement positif. Et le déterminant de la transformation, d'après les notes de cours, il est égal au produit des deux valeurs propres. Donc si les deux valeurs propres sont de même signe, fût-ce ce signe négatif, le déterminant est positif, l'orientation est préservée. Vous voyez, le cassé, ça représente un peu, ça, vous pouvez le voir comme une rotation d'angle pi, puis après une déformation qui préserve l'orientation. Et la rotation d'angle pi, elle préserve aussi l'orientation. Et on passe à la question suivante. Et on retrouve notre image d'une transformation de type cisaillement de R3 qui transforme le cube côté gauche en le parallélépipède côté droit. Et une question toute simple, cette transformation de R3 est-elle, donc qui est une transformation linéaire de R3, illustrée par cette figure, est-elle diagonalisable sur R? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse, c'est non. La raison, c'est que pour que la transformation soit diagonalisable sur R, il faut qu'on ait une base de vecteurs propres, une base de R3 constituée de vecteurs propres. Et pour cette transformation, il y a un plan constitué de vecteurs propres qui est assez facile à voir, c'est le plan horizontal, c'est le plan XY. Pourquoi? Parce que vous voyez, tous les vecteurs de ce plan, ils sont invariants. La base du cube, là, elle est invariante par la transformation. Donc tout vecteur dans la direction des x, tout vecteur dans la direction des y, toute combinaison linéaire de vecteurs dans la direction de x et y, donc dans le plan horizontal, c'est un vecteur qui est invariant. Donc c'est un vecteur propre pour la valeur propre 1. Donc ça nous fait deux vecteurs propres indépendants.
En revanche, si vous cherchez un troisième vecteur propre indépendant, donc un vecteur propre qui nécessairement devra avoir une composante verticale, ben vous voyez la composante verticale suivant z, elle va être tordue. Elle va se transformer en un déplacement suivant x. Ce qui veut dire que tout vecteur qui possède une composante verticale, il va être twisté par le cisaillement. Le cisaillement, on peut le voir un peu comme ça et dans l'autre sens comme ça. Tout vecteur qui a une composante verticale, vers le haut ou vers le bas, va être twisté. Donc ça ne pourra pas être un vecteur propre pour une valeur propre réelle. C'est ce qui est écrit dans l'explication. On observe qu'un vecteur propre, un vecteur dont la coordonnée verticale n'est pas nulle, n'est jamais transformé en un vecteur collinaire. Donc la seule valeur propre, c'est 1, et elle a pour multiplicité géométrique, c'est-à-dire pour dimension de l'espace propre, 2. Ce 2, c'est la dimension du plan horizontal XY. Et donc, ce n'est pas diagonalisable. L'autre argument, bien sûr, c'est de regarder ça de manière plus explicite, plus calculatoire. On avait vu dans les chapitres, je pense, matrices, comment trouver explicitement, à partir du dessin, la matrice associée à cette application. Alors, en gros, elle a cette forme-là. La seule chose qui n'est pas super claire sur le dessin, c'est le coefficient 1,5. Mais peu importe la valeur exacte du coefficient 1,5, pourvu qu'il ne soit pas nul, vous voyez sur cette matrice, quand vous calculez son polynôme caractéristique, donc vous mettez moins lambda, moins lambda, moins lambda sur la diagonale, vous prenez le déterminant, c'est une matrice triangulaire, le déterminant c'est le produit des coefficients diagonaux, ça nous donne ce polynôme-là, donc vous retrouvez le fait que 1 est la seule valeur propre, et si vous enlevez l'identité à cette matrice, la seule chose qui va rester, c'est, si vous enlevez l'identité à la matrice A, à la matrice, donc pour lambda égale 1, quoi, la seule coefficient qui va rester, c'est ce 1,5, même si vous ne savez pas sa valeur exacte, c'est un coefficient qui n'est pas nul. Et ce coefficient, il garantit que le rang de cette matrice, quand vous enlevez l'identité, il vaut 1. Ce qui veut dire que son noyau à cette matrice est de dimension 2, autrement dit, enfin, vous retrouvez ce qu'on avait vu géométriquement, hein, la multiplicité géométrique de cette valeur propre 1, autrement dit, la dimension de l'espace propre, ça vaut 2. Et enfin, au passage, la question portait sur la diagonalisabilité sur R, et sur C, la matrice n'est pas plus diagonalisable sur C que sur R, puisque, vous voyez, d'après le polynôme caractéristique, 1, c'est sa seule valeur propre, donc elle n'a pas de valeur propre complexe. Donc la matrice, elle n'est diagonalisable ni sur R, ni sur C. Question suivante. Alors, une petite question qui est la dernière, hein, c'est le dernier slide de cette partie visualisation et interprétation. Une question sur les rotations de R3. Donc soit R, une rotation de R3. Donc une rotation de R3, c'est caractérisé par un axe, ici, hein, et un angle. Et l'angle, alors sur la figure, il n'y a pas d'angle précisé, mais sur l'énoncé, vous voyez, on suppose que l'angle par lequel il y a la rotation ne vaut ni 0 ni pi. Et une petite question, il y en aura une autre après, combien de valeurs propres réelles cette rotation possède-t-elle? Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse, c'est une et une seule valeur propre réelle. Alors, la justification est assez simple, mais on va la donner après la question suivante, parce que la question suivante, c'est que vaut cette valeur propre réelle? Je pense que vous n'aurez pas de mal à répondre. Je vous laisse répondre parmi les 4 choix en mettant sur pause. Donnez votre réponse. Et voici la réponse. Alors, la valeur propre réelle, elle vaut 1. Donc c'est la réponse 1. Ok, c'était pas une question très difficile, puisque je pense que vous aviez perçu le fait que les vecteurs de l'axe, c'est des vecteurs qui sont invariants, donc c'est des vecteurs propres pour la valeur propre 1. Donc ça justifie la deuxième question. S'il n'y a qu'une valeur propre réelle, elle vaut forcément 1. En tout cas, 1 est valeur propre réelle, donc s'il n'y en a qu'une, c'est forcément 1. Il reste à justifier la première question, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas d'autre valeur propre réelle que cette valeur propre 1. Et pour ça, on va justifier qu'il n'y a pas d'autre
vecteurs propres réels que les vecteurs propres de cet axe de rotation. Alors on va essayer de le justifier le plus proprement possible, mais de toutes les façons, je pense que c'est assez intuitif pour vous. Vous voyez bien le vecteur bleu, par exemple, là, il va être tourné par la rotation, donc l'angle ne vaut ni 0 ni pi, il n'y a aucune chance qu'il soit envoyé sur un vecteur collinaire. Il va être twisté, tourné, il ne sera pas envoyé sur un vecteur collinaire à lui-même. Et ce sera la même chose pour tous les vecteurs en dehors de l'axe rouge de l'axe de rotation. On essaye de le justifier un peu plus formellement en disant, vous voyez, ce qui est illustré sur la figure, c'est que le vecteur bleu, on va le décomposer suivant une composante, on va le décomposer en une composante suivant l'axe rouge et une composante suivant le plan, ici orthogonal à l'axe rouge, appelé rotation plane. Une composante axiale, une composante transverse, on va dire. Allez. Comme l'axe d'une part et le plan d'autre part sont deux sous-espaces supplémentaires, si le vecteur bleu est envoyé collinéaire à lui-même, cette relation de collinéarité entre le vecteur bleu et son image, elle doit être vraie pour les deux composantes, pour la composante axiale, pour la composante planaire.